Ça fait couler beaucoup d'encre depuis sa récente visite en République démocratique du Congo lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Lui, c'est le président français Emmanuel Macron. On en parle tout de suite dans cette émission, mais également nous allons aborder des questions sur les élections ou le processus électoral en République démocratique du Congo, mais aussi la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le rôle de l'opposition, mais également le rôle de toute la population. Sur ces, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux un habitué d'ailleurs, Junior Koudoura. Je rappelle qu'il est cadre du parti au pouvoir UDPS, mais également un acteur politique très engagé sur terrain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Augustin et merci de me recevoir une nouvelle fois sur votre plateau dans votre émission Parlons Nation. Voilà, nous avons justement ce plaisir de vous recevoir d'entrée de jeu. Je l'ai annoncé après sa récente visite en RDC. Ça fait couler beaucoup d'encre. Quelle analyse faites-vous par rapport aux différents discours prononcés en RDC? Je pense que cette visite, elle avait fait couler beaucoup d'encre, comme vous l'avez dit. Au niveau de la RDC, nous sommes dans une situation extrêmement tendue avec le Rwanda sur la question de la guerre à l'Est. Au niveau de la France est en train de subir une perdition totale au niveau de son influence dans l'Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, Mali et aussi un peu au niveau de la Centrafrique. Donc la France-Afrique c'est fini. Emmanuel Macron souhaitait venir en RDC pour relancer son influence et maintenir la position française en Afrique avec de nouveaux partenariats et une nouvelle zone d'influence qu'il espérait à travers ces pays qu'il a visités en Afrique centrale. Mais la question au Congo, c'était de savoir est-ce que cette visite était opportune ou pas. Moi, je pense qu'elle était opportune. Le problème n'est pas de recevoir ou pas la France. Le problème est le discours de la RDC, les actions de la RDC face à cette situation conflictuelle que nous avons à l'est du pays. Donc, à mon sens, c'était une visite utile. C'était une visite où il fallait clairement dire les choses à la France et à l'Occident de manière générale sur notre position concernant la question rwandaise. Et de la France, on n'attendait rien. On n'attend rien, ni de partenariat économique, ni de coopération. Nous, ce que nous souhaitions de la part de la France, c'est simplement qu'elle demande une seule chose, le retrait des troupes rwandaises du sol congolais et la fin de l'application rwandaise dans le conflit à l'Est. La France qui annonce une aide humanitaire de 34 millions de dollars, quand vous dites que vous n'attendiez rien de la France, est-ce que ce n'est pas remettre en cause les efforts que la France peut fournir? Non, il n'y a pas d'effort à remettre en cause. La seule attente que nous ayons, et ce n'est même pas une attente, la seule position que nous souhaitions de la France, c'est qu'elle dise clairement qu'elle est contre qu'elle demande au Rwanda, comme l'a fait les États-Unis, de quitter la RDC, elle et ses troupes. C'est la seule chose que nous attendions de la France avant toute autre considération économique ou de coopération. À ce stade-là, je pense que le chef de l'État a été très clair lors de cette conférence de presse. Vous avez suivi la presse internationale à ce sujet, vous avez suivi la presse française décortiquer la visite du chef de l'État français à Kinshasa. Tous en Europe et en France sont unanimes pour dire que le chef de l'État Macron a été bousculé par le président Tshisekedi. Et donc pour nous, c'est une victoire effectivement. La position du président congolais, vous la saluez, vous la saluez par rapport justement à cette fameuse compromis à l'africaine évidemment. Oui, au Congo, ça fait 3 ans, 4 ans que le chef de l'État est sur tous les fronts, national, international, pour fustiger et mettre le doigt sur la crise congolaise aujourd'hui à l'est du pays. Il a été aux Nations Unies plusieurs fois, maintes et maintes fois. Il est passé sur la presse nationale, internationale. Il est prêt à discuter toutes les fois que c'est nécessaire pour clarifier et pointer du doigt, mettre sous les projecteurs la question urgente du règlement du conflit à l'est du pays. Aujourd'hui, il a été reproché au chef de l'État ses propos, de dire qu'effectivement, l'insécurité hypothéquait les élections. Mais ne soyez pas hypocrite. L'insécurité, nécessairement, pas seulement en RDC, mais partout où il y a insécurité, le processus électoral est hypothéqué. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'il y a insécurité, il y a viol, pillage, il y a meurtre, assassinat, déplacement des populations, il est impossible d'installer des matériels électoraux. Et deuxième raison, quand bien même il y aurait des matériels électoraux installés dans ces zones-là, qui sont ces Congolais qui, lorsqu'il y a guerre, il y a insécurité, il y a viol, il y a pillage, vont quitter chez eux pour aller voter. Ça n'a aucun sens. Mais cette insécurité, c'est juste dans une partie du pays. Non, effectivement, mais l'insécurité, aujourd'hui, on reproche au chef de l'État sa diplomatie.
à travers la visite d'Emmanuel Macron, plus que jamais, le chef de l'État a montré sa fermeté dans sa prise de position quant au fait que les frontières du Congo étaient intangibles, quant au fait que depuis toujours, il a mis sous les projecteurs l'urgence, et je souligne l'urgence de traiter la question rwandaise à l'est du pays, et que si tel n'était pas le cas, il en va également de la communauté internationale qui a été passive durant 3-4 années, durant lesquelles le chef de l'État n'a fait que fustiger cette question de la sécurité qui aurait des répercussions importantes au niveau du processus électoral, pour ne pas qu'on dise justement à la fin du processus qu'il y a report des élections. Tout le monde s'étonne que les élections soient reportées pour insécurité. Alors que ça fait 4 ans que le chef de l'État vous dit qu'effectivement il y a insécurité, et l'insécurité va hypothéquer le processus. Si pas partiellement dans la zone est du pays, mais au moins au niveau de sa légitimité. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas élection, vous commencez, on fustige la question du dialogue, de la diplomatie. Mais l'alternative à la diplomatie, quelle est-elle? Elle est simple, l'alternative, c'est la guerre. Et lorsque la guerre, elle commence à l'est du pays, mais elle se propage sur toute étendue nationale. Donc, ceux qui critiquent aujourd'hui la diplomatie, il faut savoir que, comme le chef de l'État l'a dit, la seule alternative, c'est la guerre. Et si on va en guerre aujourd'hui, nécessairement, le processus électoral est mis en cause et hypothéqué. Nécessairement. Parce que la guerre peut commencer à l'est, mais s'étendre sur le pays. Très bien, mais justement, à vous entendre parler, nous vivons quand même en RDC il y a plusieurs années, nous avons une jurisprudence. Joseph Kabila a organisé les élections dans ce pays, dont la partie Est souffrait toujours de cette guerre injuste. C'est ce que je dis. Des élections. Pourquoi ne pas marcher sur ces traces? Les élections partielles, c'est-à-dire en excluant du processus électoral les populations qui sont sujettes à l'insécurité, ne sont pas des bonnes élections. Parce que d'abord, vous excluez votre population, donc vous la supprimez. Ça veut dire que vous ne la considérez pas autant que certains autres Congolais qui ont pourtant tous le droit d'aller voter. Et deuxième chose, ça remet en cause la crédibilité et la légitimité du président qui sera élu. Donc, de deux choses l'une. Soit nous allons aux élections avec une population partiellement qui ne votera pas pour cause d'insécurité, et donc il y aura un président qui sera élu mais avec une population qui n'a pas totalement voté, donc il y aura un problème de légitimité. Soit, je l'ai dit, nous allons à ces élections-là, nous n'allons pas à ces élections-là, et on met en place la priorité, la sécurité de tous, pour permettre d'avoir un processus légitime, c'est-à-dire dans lequel toutes les populations congolaises de l'Est ou de l'Ouest auraient voté, même du Nord et du Sud. Donc dans tous les cas, aller aux élections avec une partie pour dire que oui, ça a été fait dans le passé, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ça remet en cause, d'abord, le droit des Congolais qui ont pourtant tous le droit de voter. Donc, certains Congolais sont sacrifiés pour des raisons électoralistes, et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Et de deux, ça remet en cause, d'abord même, les priorités de l'État. Aujourd'hui, la question de la diplomatie, elle est fondamentale. Pourquoi le chef de l'État y tient? Parce que l'alternative, encore une fois, je le répète, c'est la guerre. Or, la guerre, pour aller en guerre, au-delà de la reconnaissance par la France, les États-Unis, oui, il y a conflit, il n'y a pas conflit, le Rwanda est impliqué ou non. La guerre, il faut d'abord l'appropriation des Congolais de cette question de la guerre. Il faut que tous, Congolais, nous comprenions les enjeux de l'heure. Il faut que l'opposition joue son rôle, il faut que la population joue son rôle. Aujourd'hui, l'opposition congolaise ne joue pas son rôle. Je vous donne un exemple. Du moins la population. Non, la population encore moins. Exactement. Je vous donne un exemple. Au niveau de l'opposition congolaise aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'elle ne joue pas son rôle dans ce conflit rwandais? Aucun opposant ne prend position dans ce conflit RDC-Rwanda. Pour la simple et bonne raison que les opposants se disent que si nous disons aujourd'hui qu'il faut aller en guerre contre le Rwanda, ça voudrait dire que le chef de l'État aujourd'hui aurait une unanimité derrière lui de la population et de l'opposition pour aller en guerre. Si nous remportons cette guerre, les opposants se disent le mérite ira au président Tshisekedi. Et eux, en tant qu'opposants, ne veulent pas faire le lit du chef de l'État au détriment même de l'intérêt supérieur de la nation, pour des intérêts politiques égoïstes. Voilà donc la position des opposants congolais. Quant à la population, et pour finir sur les opposants, je finis avant de passer à la population, je précise que l'opposition congolaise n'a pas de leçon à donner sur la diplomatie au régime actuel. Le parti Ensemble pour la République, c'était quand même 71 députés à l'Assemblée. 71 députés à l'Assemblée, aucune proposition de loi concrète pour réformer le secteur militaire congolais. Le chef de l'État Tshisekedi est celui qui a permis la fin du régime de notification. Souvenez-vous, on en a parlé ici, c'est le régime qui nous obligeait
qui obligeait les fournisseurs d'armes à la RDC d'informer les Nations Unies sur les transactions et opérations d'achat, de commerce d'armes qui se faisaient entre la RDC et ses occidentaux, ces prestataires de services occidentaux qui nous vendraient des armes. Le chef de l'État Tshisekedi est celui qui a permis la fin du régime de notification et donc de tout embargo, de forme ou de fond, sur la fourniture d'armes au Congo et donc l'achat d'armes par le Congo. Il est celui qui a mis en place, qui a promulgué la loi sur la programmation militaire, la première loi depuis que le Congo est Congo, qui permettra au gouvernement de financer et de réformer l'armée. Ça n'avait jamais été fait au Congo. Aujourd'hui, au niveau de l'opposition, toujours, je le dis, pas de leçon à donner au chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'encore, au sein de l'opposition, nous avons je vous rappelle que le 20 novembre 2012, Augustin Matata était le Premier ministre de la RDC pendant le moment où Goma est tombé. Et Premier ministre, Matata, gouvernement, FCC cash. FCC, pardon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le FCC n'a pas de leçon à donner en termes de diplomatie, en termes de questions sécuritaires. Parce que le FCC a dirigé le Congo lorsque Goma est tombé. Goma n'a jamais été aussi... Goma n'est jamais tombé depuis l'histoire du Congo que lorsqu'il y avait le FCC au pouvoir. Alors vous parlez de 2012, plutôt en 2013, une année plus tard, ils ont réussi justement à éradiquer ces rebelles du M23. Je dis, la RDC, c'est la première fois sous le FCC que la RDC a vu le chef-lieu d'une de ses grandes provinces colonisé, dominé par le M23 et le Rwanda, officiellement en RDC. Et deuxièmement, ce gouvernement-là, dirigé à l'époque par Matata, n'a pas réussi à faire partir le M23. C'est, souvenez-vous, la MONUSCO qui est intervenue. Donc en termes de diplomatie, de politique sécuritaire à mener, le FCC n'a pas de leçon à donner. L'opposition de M. Fayoulou n'a pas de leçon à donner, puisque aucune proposition concrète. M. Fayoulou a été député deux fois, 2006-2011. Il n'a jamais proposé en termes de réforme de loi pour permettre le financement de l'armée. C'est le pouvoir de Tshisekedi aujourd'hui qui le fait. Troisième chose, et là je vais en venir, moi j'ai lu la presse française, européenne, à l'issue de la visite de Macron au Congo. J'ai lu. Et je suis un Congolais. Je m'estime Congolais, j'aime ce pays plus que tout autre pays. Je regrette le fait que la France fustige et accable le président Macron en disant que sa visite en RDC a été une catastrophe parce que le président Tshisekedi l'a bousculé comme jamais, mais qu'au Congo, alors que le président Tshisekedi a eu un entretien, un échange vigoureux avec le président Macron, un échange de président à président, un échange d'homme d'État à d'homme d'État, un échange félicité même par l'opposition française et la majorité française en disant que le chef de l'État Macron, unanimement, a échoué en RDC. Alors même que le chef de l'État a tenu un discours fort, une position forte au-delà du discours, nous, Congolais, 2 heures après cet entretien musclé entre le président Tshisekedi et Macron, 2 heures après, les Congolais dont nous parlons tous les jours pour dire que notre peuple souffre, notre pays est en guerre et que cette situation est insoutenable et intenable pour les Congolais. Ces Congolais qui demandent parfois la guerre, qui disent que notre diplomatie n'est pas suffisamment forte, nous tous Congolais, nous sommes en train d'accueillir Macron comme un nouveau colon ou un ancien colon dans les quartiers de Kinshasa, juste parce qu'il vient prendre une bière. Et ça, c'est scandaleux. C'est-à-dire que, en termes de respect et d'orgueil, la population congolaise n'a pas fait preuve de suffisamment d'orgueil face à ce président qui, je rappelle, jusqu'à ce qu'il quitte la RDC, n'a pas condamné l'agression du Congo par le Rwanda. Il n'a pas spécifiquement dit que la RDC est agressée par le Rwanda. Il n'a pas dit que le Rwanda devait quitter la RDC. Donc ce président-là, qui a été bousculé par le chef de l'État 2 heures avant, se retrouve avec la population en train d'être pris en selfie, en train d'être embrassé, en train d'être applaudi parce que notre population n'est pas assez éveillée. La question rwandaise, la question de la guerre n'est pas une question de Tshisekedi, de Kabila, d'hommes politiques. C'est d'abord une question d'appropriation par la population. Est-ce que vous pensez que lorsque Macron a quitté la RDC et qu'il a fait son bain de foule dans les rues de Kinshasa, alors qu'il venait de se faire remonter les bretelles avec le président de la République Tshisekedi, est-ce que vous pensez que ce président-là, qui
Au remonté de l'avion pour Paris, a eu un bain de foule avec des Congolais qui l'ont embrassé, qui l'ont souri, qui l'ont applaudi, qui l'ont acclamé. Est-ce que vous pensez que dans son esprit, il se dit que cette population-là souffre? Que dans son esprit, il se dit que cette population-là en a marre de la guerre? Que dans son esprit, il se dit que les Congolais n'aiment pas la France? Que les Congolais ont pris conscience que la France est complice du Rwanda? Est-ce que vous pensez même que le Rwanda, lorsqu'il voit ces images-là, se dit que ces Congolais, effectivement, en ont marre de la guerre et que le Rwanda est menacé d'une guerre par la RDC? Et que la population congolaise est mobilisée à 100% contre le Rwanda? Est-ce que vous pensez que le Rwanda se dit à ce moment-là que la population congolaise est debout comme un seul homme et prête à la guerre? Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso, que la Centrafrique, que le Mali, qui ont chassé en 2-3 mois la France de leur pays, vont nous respecter lorsque nos populations souffrent bien plus que les populations maliennes, burkinabées et centrafricaines, mais que nous, pour une bière, les quartiers de Kinshasa soient à genoux devant le président français? C'est une honte. Moi, je suis congolais, fier d'être congolais comme jamais, mais en même temps, c'est honteux pour moi. Aujourd'hui, si pour une bière, Macron, allié connu et reconnu du Rwanda dans la crise à l'est du pays, est acclamé comme ça pour une bière, je vous dis, Kagame peut être acclamé au Congo pour un casier de bière, si nous ne faisons pas attention. Et c'est une honte. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ces plateaux Junior Koudoura. Avec lui, nous sommes en train de passer l'actualité qui prévaut sur l'étendue du territoire national en revue, justement avec les contours de la visite du président français Emmanuel Macron. Je vous ai tantôt entendu parler de cette souveraineté, de cette prise en charge de la population pour justement en finir avec ces atrocités dans la partie est de la RDC. Mais aujourd'hui, vous ne concrétisez pas le président avec ces contingents burundais qui arrivent encore, après justement les Kenyans qui étaient déjà là dans le cadre de cette force régionale. Pourtant, au lieu de compter sur nous-mêmes avec cette jeunesse qui monte en fougue. Nous avons fait des avancées notables. Nous avons pu mettre en place la loi sur la programmation militaire qui permettra à ce que cette réforme finance l'armée. Nous avons maintenant fait tomber l'embargo pour l'achat des armes par la RDC. On peut maintenant acheter des armes librement. Ces réformes et ces achats en équipement en logistique prennent du temps. Il faut comprendre que c'est une réforme. En attendant d'être optimale pour passer à l'option seconde, qui est donc l'option de la guerre, si les négociations n'aboutissent pas, il est important de laisser la chance au processus et de prendre notre mal en patience et à faire avec les solutions que nous avons en attendant d'être optimales pour pouvoir passer à d'autres options. Aujourd'hui, je le répète, la question RDC-Rwanda est une question régionale. Au-delà de tout, les solutions que nous amenons avec les différents groupes militaires qui nous soutiennent, des pays de la CEAC qui nous soutiennent, sont des solutions palliatives. Mais en réalité, il faut que nous travaillions sur la réforme de notre système sécuritaire et militaire, c'est ce que nous faisons, mais aussi sur un patriotisme et une unité nationale. Au-delà de toute question, la solution, nous le savons, ce n'est pas la France qui va l'amener, ce n'est pas la CEAC, mais il faut des prérequis. Il faut la réforme de l'armée, nous l'avons faite d'un point de vue légal. Il faut l'achat d'équipementiers, nous le faisons grâce à ce que nous avons fait. Évidemment, vous vous doutez bien que si nous avons voulu à ce qu'il n'y ait plus d'embargo sur l'achat des armes, c'est parce que nous souhaitions acheter des armes, nécessairement. Maintenant, au niveau humain, au niveau de la population, la guerre, c'est d'abord l'unité. Vous l'avez vu en Ukraine, lorsque l'Ukraine est allée en guerre, lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine et que l'Ukraine a réagi, tout de suite, les opposants se sont ralliés derrière le chef de l'État pour une cause supérieure à la cause individuelle, la cause nationale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nos opposants ne réagissent pas, sont très passifs, parce qu'ils se disent qu'en cas d'insécurité, la population va se soulever contre le chef de l'État, et à ce moment-là, certains opposants espèrent récupérer le pouvoir. Faux calcul. Calcul non patriotique. Deuxième chose, la population elle-même est distraite. Plus que toute autre chose, je le répète, si déjà le Rwanda vient, si déjà Macron vient au Congo et qu'il prend des bains de foule dans les rues de Kinshasa, je vous garantis que ce n'est pas demain que la population sera mobilisée pour, par exemple, payer un impôt spécial pour financer l'effort de guerre. Ce sont là des réformes que nous pourrions mettre en place. Mais quelle est cette population congolaise qui le ferait lorsque déjà elle festoie à Kinshasa avec
le président français, qui Mais est un parce allié que vous parlez clair de du réformes, Rwanda. quel sera exactement le cadre pour justement amener toutes ces réformes, par exemple Moi, je proposerais par exemple que nous puissions mettre en place un impôt, ou soit que les impôts actuels soient majorés pour les contribuables répertoriés de l'État, qu'ils soient majorés tenant compte d'un pourcentage qui pourrait être alloué directement au financement de l'effort de guerre, soit de créer un impôt spécial. Voilà des réformes concrètes. Mais pour ça, il faut du patriotisme. Pour ça, il faut que la population... de l'impôt qui n'est pas la nôtre. Non seulement la culture de l'impôt, mais il faut comprendre les enjeux de l'heure. On ne peut pas, pendant que votre chef de l'État est en train de passer un savon à Macron, 2 heures après, vous allez accueillir Macron dans les rues en train de festoyer. Comment les populations du Kivu vont regarder les populations de Kinshasa? En se disant effectivement que la cause de l'Est, elle est partagée par tout le pays? Je ne pense pas. Comment voulez-vous interpeller un président français lorsque vous-même à Kinshasa, vos populations qui souffrent? Le président Tshisekedi, il est, de par la loi, il est sénateur à vie. Donc sa question sociale à lui, elle est réglée à vie, de par la Constitution. Donc la question rwandaise n'est même pas prioritaire, ne le touche pas lui directement. Parce que sa question sociale à lui, elle est réglée de par la Constitution. Très bien. Mais les populations congolaises qui sont concernées directement par le conflit, dont le pouvoir d'achat peut baisser directement, dont la vie sociale peut chuter brusquement, elles ne sont pas conscientes, malheureusement, des enjeux de l'heure. Et donc, la question rwandaise, avant toute autre chose, c'est d'abord une question d'appropriation de la gravité de la situation par la population. Plus que jamais, les populations auraient dû être... Lorsque le chef de l'État Macron est passé dans les rues de Kinshasa, c'était l'occasion, plus que jamais, de lui montrer le mécontentement total et général de la population congolaise. Et ça a été, selon moi, un rendez-vous raté. Je pense que quand on est Congolais, c'est vrai, il faut pointer du doigt les dirigeants qui ne travaillent pas bien. Mais cette question-là, ce qu'on a vu dans les rues de Kinshasa avec Macron, ça, c'est pas Kabila qui a dit allez accueillir Macron, allez l'embrasser, allez faire des selfies. Ça, c'est pas Tshisekedi qui a dit allez faire des selfies avec Macron. C'est les Congolais qui ont eu la mauvaise attitude, je pense, et qui ont mal agi. On a raté un rendez-vous important de montrer un mécontentement généralisé de la population. Et ce rendez-vous-là, je ne suis pas sûr que nous l'ayons encore très bientôt. Très bien. Peut-être nous allons nous quitter par là. Dernière question. Vous êtes du parti au pouvoir, je rappelle l'UDPS. Comment est-ce que vous avez jugé la posture du chef de l'État lors de cette conférence de presse, sa position, ses répliques, ses commentaires? D'ailleurs, ça fait couler beaucoup d'encre dans un commentaire sur la question de cet compromis à l'africaine. Comment est-ce que vous avez jugé la posture du chef de l'État? Je pense que le président Macron est arrivé en sous-estimant le président Tshisekedi. Je pense aussi que le chef de l'État avait compris qu'il fallait le bousculer, il fallait lui dire les vérités sur notre sol congolais de manière vive et brute. Puisque les choses qui se passent à l'Est sont brutales, il fallait effectivement avoir un ton, pas sauvage et agressif, mais un ton ferme, un ton musclé, un ton franc. Et c'est ce qui a été fait. Je pense que le message est très bien passé. Je pense que plus que jamais, le chef de l'État a affirmé sa position. Je pense que ce qu'il a dit est vrai. L'insécurité met en cause le processus électoral. Deuxième chose, cette question du processus et de l'insécurité, il la pose sur la table depuis 3-4 ans. Donc, il ne faudra pas aller lui dire dans 2-3 mois que les élections sont reportées parce que vous avez voulu les reporter pour cause de non-préparation au processus. Alors que ça fait 3 ans, 4 ans que le président Tshisekedi dit aux Français et au monde qu'il y a urgence de traiter cette question-là. Je pense que le message est passé. Je regrette, comme je l'ai dit, je le répète, que nos populations n'aient pas, à Kinshasa, suffisamment montré le sens patriotique concernant la question de l'Est et l'urgence et le mécontentement du Congo face à Macron qui était uniquement dans une opération de communication pour se redonner une image d'un président et d'une France populaire en Afrique. Et je pense que nos populations à Kinshasa l'ont aidé dans ce sens-là et ce n'était pas la bonne attitude à avoir vu ce qui se passe à l'Est du pays. On n'aurait même pas dû le recevoir dans ces quartiers-là en train de l'acclamer, on n'aurait même pas dû. C'était une erreur. Et on a raté un rendez-vous important. En tout cas, dernière question, ça me parvient dans l'esprit sur l'aide de la République française. Le chef de l'État, d'ailleurs, qui a proposé que cette aide soit une aide de retour de nos populations. Il a voulu faire savoir que l'aide peut-être en monnaie, en matière de l'argent ne valait pas la peine, mais plutôt il fallait la paix dans cette partie de la RDC. On n'a pas besoin, effectivement, on n'a pas besoin d'argent de la France. On n'a pas besoin d'argent. La France est alliée avec le Rwanda, qu'elle prenne son allié et qu'elle quitte la RDC.
C'est simplement ça qu'on veut. C'est simplement ça qu'on veut de la France. C'est simplement ça qu'elle appelle son allié pour dire les gens ne veulent pas de toi, tu dégages. Très bien. Nous sommes pratiquement à la fin de ces numéros Parlons Nation. Un petit message? Non, un message de mobilisation, de prise de conscience des populations. Il y a une responsabilité politique dans la gestion du pays, mais aussi l'alternative à la diplomatie, c'est les conflits armés. Est-ce que les populations congolaises sont prêtes mentalement, en termes de conscience, en termes de prise de conscience pour la guerre? Je ne pense pas, au vu de ce qui s'est passé avec Macron dans les rues de Kinshasa. Nous devons nous mobiliser, nous devons être fermes comme un seul homme derrière le pays, pas derrière le chef de l'État parce que c'est le chef de l'État, mais derrière le pays et les urgences de l'heure. Et donc, si le chef de l'État porte ce combat-là, nous devons l'accompagner. Après, nous reprendrons nos divergences plus tard, mais sauvons le pays et mettons-nous tous tous comme un seul homme pour défendre la patrie et être en communion et en solidarité avec les populations à l'est du pays. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux en espérant vous retrouver dans les tout prochains jours avec d'autres thématiques. Ce sera toujours un plaisir, Augustin, d'être reçu par vous. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Rendez-vous au tout prochain numéro. Au revoir.